Henri Désiré Zouzi, d'entrée de jeu, pourquoi Kigali a demandé un cessez-le-feu? Pourquoi ça ne devait pas être la RDC qui le ferait ou les Nations Unies, par exemple? Alors, je crois que nous devons recontextualiser tout cela. D'abord, si nous devions d'abord tirer des leçons sur la signature de ce cessez-le-feu, la première leçon, évidemment, c'est que pour la première fois depuis 2022, nous avons un début, je dirais, d'exécution de la fameuse feuille de route de Luanda. Je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être salué. La deuxième chose, mais ça ce n'est pas une surprise, ce n'est qu'une confirmation, c'est que en signant ce document, le Rwanda reconnaît très clairement et officiellement son implication, sa présence en République démocratique du Congo. Troisième leçon que nous devons tirer, c'est que à la suite de sa réélection à la tête du Rwanda, Paul Kagame est obligé aujourd'hui, qu'il est isolé sur la scène diplomatique, de donner des gages de sa volonté d'aller vers d'avant, mais surtout d'afficher une forme de bonne volonté, même si, on le sait, ce document qui a été signé à Luanda ne lie nullement l'AFC et le M23, qui d'ailleurs ont beau jeu de rappeler qu'ils ne sont pas concernés par cet accord. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que, en réalité, cela ne coûtait absolument rien au Rwanda de le faire, puisque en utilisant les proxys que sont l'AFC et le M23, Kagame sait pertinemment bien que même s'il signe un document pour pouvoir garantir un cessez-le-feu, les escarmouches, eux, se poursuivront, puisqu'il n'y a aucun moyen de contraindre actuellement l'AFC et le M23 de déposer les armes. Seul le Rwanda est en capacité de demander à ses supplétifs de déposer les armes. Est-ce que le Rwanda en a la volonté? Je ne le pense pas. Nous sommes véritablement au cœur de ce que je considère comme une stratégie éprouvée, c'est-à-dire le fight and talk, tout en donnant des gages de sa bonne volonté d'être dans une sorte d'ouverture d'esprit pour parvenir à une solution durable et négociée, mais tout en s'aménageant néanmoins des espaces de marge de manœuvre pour pouvoir pousser son avantage jusqu'au bout. Et donc le calcul de Kagame est très simple, affaibli sur le plan diplomatique, isolé sur le plan diplomatique, mais affichant ostensiblement une forme de bonne volonté d'aller de l'avant, tout en bénéficiant, bien évidemment, de la bienveillance d'une certaine communauté internationale. Je rappelle encore une fois, mais ça mérite d'être rappelé, que le Rwanda est présent en Centrafrique, dans le cadre de la mission multidimensionnelle de stabilisation de la Centrafrique, mais également dans le Cabo Delgado, au Mozambique, pour une opération qui, je dois le rappeler une fois de plus, est financée en partie par l'Union européenne. Henri Désiré Zouzi, nous avons suivi une députée du Congo-Brazzaville par rapport à la cession des forêts du Congo-Brazzaville au Rwanda. La société civile du Congo-Brazzaville n'est pas d'accord. S'insurger, dire que céder les terrains agricoles au Rwanda ramènerait un jour la guerre, parce que le Rwanda a une capacité guerrière que la plupart des pays d'Afrique centrale ne possèdent pas pour la parachever. Qu'est-ce que vous analysez quand vous entendez ce message? Parce qu'elle a parlé, c'est dans les réseaux sociaux, et elle s'est insurgée. Vous savez, chat échaudé craint l'eau froide. Et je crois qu'il y a maintenant, au niveau du Congo-Brazzaville, des voix qui s'élèvent pour considérer peut-être que le rapprochement, qui a été d'ailleurs jugé précipité par certaines capitales, en l'occurrence celle de la RDC, est un mauvais signal envoyé dans le cadre des relations des bons voisinages. Cela ne remet nullement en cause le droit des États à nouer des liens, des accords de coopération avec d'autres États. Cela se fait de manière libre en tant qu'État souverain, mais à condition que cela ne contrarie pas les ambitions, que cela ne contrarie pas les intérêts des pays qui sont dans leur ligne de mire. Et de ce point de vue-là, je pense que ce que cette députée a révélé, c'est tout simplement la prise de conscience d'une situation qui, dans la durée, pourrait effectivement devenir un problème de politique intérieure pour le Congo-Brazzaville. Le soutien logistique de la MONUSCO à la force de la SADC face à l'AFDC Rwanda
Qu'est-ce que vous en parlez? Quelle est l'analyse que vous pouvez porter? Parce que quelque part, la MONUSCO, elle partira, elle ne partira pas, elle doit continuer, elle ne doit pas continuer. En même temps, elle doit apporter un soutien logistique. Où est-ce que nous pouvons nous situer? Bon, vous savez, le débat relatif au départ de la MONUSCO, c'est un débat qui alimente les discussions depuis 2010. C'est au moment du cinquantenaire de l'accession de notre pays à l'indépendance que la première demande formelle de départ de la MONUSCO a été introduite par le gouvernement congolais. Nous étions sous le mandat de Joseph Kabila. À l'époque déjà, cela avait surpris bon nombre d'observateurs parce que nous étions déjà, d'une certaine manière, en difficulté. Les années ont passé et automatiquement, comme le fait le Conseil de sécurité, le mandat de la MONUSCO a été prolongé d'une année jusqu'à ce qu'il y a de cela 3 ans maintenant, il y a eu effectivement une résolution qui prévoyait notamment les différentes étapes du retrait graduel de la MONUSCO, avec néanmoins, même si cela n'est pas toujours rappelé, un certain nombre d'obligations de la part de la partie congolaise. C'est-à-dire que si la MONUSCO doit effectivement se retirer de la RDC, il faudrait que dans le même temps, les autorités congolaises soient en capacité de garantir la sécurité des populations qui se déplacent ça et là sur le territoire, la capacité d'éradiquer la menace des groupes armés, la capacité de mener à terme le processus, cela a été relancé il y a de cela plusieurs mois, le processus notamment de démobilisation des armements, relèvement communautaire et stabilisation, et un certain nombre de tâches qui pourraient laisser penser aux Nations Unies et par-delà à la communauté internationale que le retrait total de la MONUSCO ne va pas laisser champ libre à l'aventurisme d'autres armées sur le territoire et que la RDC sera par conséquent suffisamment prête et armée pour faire face à cette situation. Mais vous savez, vous avez la réalité du terrain qui est tout à fait différente. Lorsque la force régionale est-africaine est arrivée, il y a eu un débat au sujet du mandat qui était le sien. Ce débat n'a véritablement pas vraiment été tranché dans la mesure où il y avait une saisine qui était nécessaire, celle notamment du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui devait donner à la fois son quitus et endosser le mandat de cette force régionale est-africaine. Il n'en a rien été puisque très rapidement les difficultés sont apparues sur le terrain, d'abord en termes de coordination, ensuite vous avez eu les soupçons et sur le terrain des informations qui émanaient notamment des différentes sociétés civiles qui montraient une forme de laxisme, de tolérance de certaines troupes de la force régionale à l'égard des belligérants. On pense évidemment au M23 et à l'armée rwandaise. Et puis, vous avez la demande formelle du gouvernement congolais de voir cette force se retirer. Cette force s'est effectivement retirée, mais vous avez eu dans le même temps un activisme diplomatique qui a abouti à une implication de la SADC, et cela s'est traduit l'an dernier par cette décision au mois d'octobre d'envoyer effectivement des troupes qui sont déjà sur le territoire et qui, aujourd'hui, à la suite de cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien, permet à cette force de bénéficier d'un appui à la fois matériel et logistique de la MONUSCO, en dépit du fait que le processus de désengagement de la MONUSCO a été déjà enclenché. Mais vous savez, à circonstances exceptionnelles, eh bien, comportement ou, je dirais, solution exceptionnelle, cela n'est pas surprenant, mais cela va dans la bonne direction parce que ça permet de pouvoir accroître les capacités opérationnelles, pas seulement de cette force de la SADC, mais également des forces armées de la RDC. Maintenant, dans tout ça, que devient l'avenir du processus de Nairobi? Et surtout que William Ruto n'est pas en bonne sainteté avec le président Félix Tshisekedi. Alors, on l'a évoqué déjà sur vos antennes à plusieurs reprises. Le conflit à l'Est a deux dimensions. Vous avez la dimension externe,
On vient de voir que cette dimension vient d'être relancée, remise au goût du jour à la faveur de la signature de cet accord de cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda. Ça veut dire que ce volet concerne l'implication directe d'un État tiers, en l'occurrence le Rwanda, qui est présent sur le territoire national et qui, en signant ce document, reconnaît très clairement sa présence. Et puis vous avez la dimension interne, celle qui, plus largement, au-delà du M23 et de l'AFC, concerne des groupes armés qui écument des parties du territoire national, qui se replient dans des pays voisins ou qui viennent commettre des massacres sur notre territoire. Tous ces groupes, et on pense évidemment aux groupes locaux, nationaux, ont vocation à déposer les armes et à s'inscrire dans une dynamique de démobilisation, de désarmement, de relèvement communautaire et de stabilisation, avec un certain nombre de tâches qui aboutiront bien évidemment à un retour à la vie civile pour certains, et dans certains cas, très rares me semble-t-il, eh bien, il y aura peut-être une réincorporation dans l'armée nationale, mais c'est un long processus, et on voit très bien en fait que ces deux processus n'ont jamais évolué, je dirais, au même rythme, et de ce point de vue-là, je ne saurais trop conseiller à ceux qui nous suivent de prendre leur mal en patience, parce que ce sont des questions beaucoup trop sérieuses pour que nous puissions discuter avec légèreté et considérer que les délais sont beaucoup trop courts. Ça prend du temps, il faut mettre autour de la table les principaux protagonistes, faire appel à ceux qui ont l'influence nécessaire pour infléchir les lignes les plus dures, et puis surtout se donner le temps de pouvoir trouver des solutions qui puissent être acceptables par toutes les parties.